Le dominant et le dominé ne peuvent pas avoir le même narratif. Donc arrêtez de vous offusquer à chaque fois qu'ils vous jugent mal ou qu'ils vous dénigrent, salissent vos héros et vos ancêtres. C'est normal qu'ils le fassent parce qu'ils défendent leurs intérêts, puis c'est tout. La logique veut que vous fassiez la même chose pour défendre vos intérêts et c'est tout. Je suis Tanumlele et je donne mon avis sur ce qui arrive aux Fulbe, même s'ils ne m'ont rien demandé. À tous les Fulbe qui disent que je dois arrêter de parler en leur nom, pardon, je ne vais pas arrêter. Et si vous avez un moyen de couper les liens qui nous mettent dans le même bateau, faites-le et je vous en serai reconnaissante à vie. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui explique pourquoi les dominants contrôlent notre manière de penser sans avoir besoin de nous forcer, à savoir l'hégémonie culturelle, concept développé par Antonio Gramsci. Je me souviens d'une phrase d'un opposant Poulo qui disait à propos de l'obsession des Arabes de l'assimilation des Fulbe. Il répondait à un Arabe de Mauritanie qui disait « Pourquoi vous les Fulbe, vous acceptez de parler le Wolof au Sénégal et que la langue Wolof est devenue presque la langue nationale du Sénégal et vous refusez de parler l'arabe ici ?» Et cet opposant, je pense qu'il va se reconnaître et j'espère qu'il reconnaîtra que sa réponse était très problématique. Il a dit que le Wolof s'est imposé naturellement. On ne veut pas développer ici comment le Wolof a été promu et imposé au Sénégal de manière vicieuse, essentiellement contre le Pulaar. On va analyser la manière dont les dominants, notamment dans le Sahel, les Wolofs, les Arabes ou encore les Bambara exercent une hégémonie culturelle contre les Fulbe. Et c'est eux-mêmes qui le mettent en évidence sur le fait que nous n'avons plus le choix qu'entre devenir Wolof ou Arabe, dans le cas du Fouta-Toro, bien sûr. Les deux choix sont catastrophiques et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Antonio Gramsci était un philosophe, journaliste et homme politique italien, surtout connu pour ses travaux sur le marxisme et la théorie politique. Il était membre du Parti communiste italien et a passé une grande partie de sa vie en prison sous le régime fasciste de Benito Mussolini. Autant dire qu'il sait de quoi il parle. Mais Gramsci est surtout célèbre pour ses concepts sur l'hégémonie culturelle. L'idée que la domination d'une classe sociale ne repose pas seulement sur la force ou l'économie, mais aussi sur le contrôle des idées, des valeurs et des institutions culturelles. Selon Gramsci, les classes dominantes maintiennent leur pouvoir en façonnant ce que les gens considèrent comme normal ou naturel. Je vous donne un exemple basique. La minceur est génétique chez les Fulbe. Ils ont développé un corps adapté à leur mode de vie et de leur environnement. Et dans notre culture, on n'a jamais remis cela en question. C'est même un marqueur de beauté, d'intégrité morale. Un poule qui grossit interroge sur sa paresse et sur la gourmandise qui est très mal vue chez les Fulbe. Maintenant, en étant dominé par des gens qui ont d'autres critères de beauté, des femmes fortes bien en chair, on a tendance à trouver que les femmes Fulbe sont trop maigres parce que la norme de chez nos voisins, c'est les femmes fortes. Alors que le corps des hommes et des femmes Fulbe, c'est le corps le plus sain. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Donc cette tendance à vouloir être grosse ne peut pas venir de nous, mais de cette hégémonie culturelle, de ce qui est normal ou pas. Cela se traduit par une phrase simple qu'on entend souvent de nos voisins. Nous avons dépassé cela. Comme une injonction à dire la normalité, c'est nous. Puisque nous faisons comme ça, vous devez le faire aussi. Gramsci distingue les intellectuels traditionnels comme les universitaires, penseurs indépendants et des intellectuels organiques qui émergent d'une classe sociale et contribuent à organiser et diriger sa vision du monde au profit de cette classe sociale. Il parle aussi de guerre de position et guerre de mouvement, concept militaire appliqué à la politique et à la société. La guerre de position consiste à construire une influence culturelle et sociale pour préparer le changement, tandis que la guerre de mouvement correspond à l'action directe pour renverser l'ordre établi. Ces cahiers de prison écrits entre 1929 et 1935 sont devenus des textes fondamentaux pour la théorie
marxiste, la sociologie et l'analyse des médias et de la culture. Alors je ne suis pas du tout pour le marxisme ni une fan ou une sympathisante. Ce qui m'intéresse ici, c'est sa théorie sur l'hégémonie culturelle. Alors qu'est-ce que l'hégémonie culturelle? Gramsci dit que le pouvoir ne repose pas seulement sur l'armée ou la police, il passe aussi par les idées, les croyances et la culture. Si vous voyez les langues qui sont imposées dans vos pays, vous savez qui détient le pouvoir et comment ce pouvoir et les ressources de l'État sont utilisées pour une ethnie au détriment des autres pour promouvoir sa culture, sa manière de voir le monde. En bref, ses intérêts. Vous ne parlez pas cette langue ou n'imitez pas cette culture parce que vous le voulez, ou vous avez choisi, ou parce que ce sont vos voisins, ou ils sont plus nombreux, mais parce qu'il y a toute une machinerie qui a été mise en place pour t'obliger à le faire de manière inconsciente. L'hégémonie culturelle, c'est quand un groupe dominant réussit à imposer ses valeurs, ses normes, son histoire, comme si elles étaient naturelles et universelles. Un peu comme l'impérialisme le fait à l'échelle mondiale, les Africains le font à l'échelle continentale. Les langues ne peuvent pas être reconnues comme officielles, nous dit-on. On doit avoir une seule langue officielle. Mais qui a dit ça? Comment l'Afrique a pu avoir autant de diversité de langues si c'est impossible? Et ceux qui défendent cette idée se réclament du panafricanisme. À quoi ça sert aux dominants d'imposer sa langue? Comment ils maintiennent leur pouvoir sur ce simple fait? L'hégémonie culturelle sert à contrôler sans recourir à la violence. C'est d'ailleurs pour cela que les Fulbe qui sont détestés et violentés sont ceux sur qui l'hégémonie culturelle n'a pas d'effet. Du fait de l'éloignement, du fait du rejet conscient de cette hégémonie. C'est pour cela qu'ils disent que les Riros sont racistes, ethno-communautaristes, parce que eux, contrairement aux gens des villes, ont une conscience de cette domination. Il ne suffit pas d'aller à l'école, parfois aller à l'école est même ce qui déclenche cette acceptation. Exemple, pendant la colonisation, on enseignait aux Africains qu'ils étaient sauvages et que le colon était brillant et que les résistants Fulbe sont des barbares fanatiques religieux. Et cela n'a toujours pas changé. La plus grande partie de la domination n'est pas faite par la force brutale, mais par la culpabilisation. Ils façonnent les esprits et les croyances de sorte que les dominés acceptent la hiérarchie et ses règles comme naturelles. C'est comme les massacres des Fulbe dans l'AES et tout le monde concède que l'État commet des crimes. Toute la communauté internationale regarde et ne fait rien. Parce qu'on a préparé tout le monde à accepter qu'on massacre des Fulbe. Tout le monde le justifie. Quand des Fulbe se lèvent pour défendre leur famille, leurs biens, on dit « Ah, c'est des terroristes ». Après, tu as des Fulbe qui disent « Oui, il faut sortir du terrorisme. Si tu veux pas qu'on te massacre, sors du terrorisme ». Déjà, vous acceptez de catégoriser des gens qui résistent à la violence qui est mise sur eux de terroristes. Double injustice. Puis, ils ne se battent pas contre un groupe isolé. C'est des États qui organisent leur propre population et qui massacrent leurs familles. Mais ce n'est pas tout. C'est des terroristes qui ont pris le pouvoir par la force qui attaquent des Fulbe. Donc, on sait que les Fulbe n'ont pas une communauté internationale qui les aide à part faire les décomptes des morts. Ils ne font rien. Les États africains ne font rien. Les intellectuels africains, la plupart sont d'accord qu'on les massacre. L'opinion africaine, celle qui s'exprime, est d'accord qu'on les massacre. Mais on a réussi à créer une narration comme quoi que des gens dans une telle situation ne peuvent pas se défendre et s'ils le font, c'est des terroristes, donc il faut encore les massacrer plus. Si vous acceptez de vous faire massacrer en silence ou alors vous êtes des terroristes. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est la même narration qui se passe en Palestine. Toute action menée par des Palestiniens est transformée par la propagande occidentale et sioniste par des terroristes. C'est exactement ce que la France a fait pendant la colonisation. Cela est remixé aujourd'hui pour les terroristes militaires contre les Fulbe. Le pire, c'est les Fulbe qui reprennent le même narratif et qui se désolidarisent de leurs frères en les accusant d'être des terroristes. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas de terrorisme dans le Sahel. Je parle uniquement du cadre de la résistance des Fulbe dans le Sahel. Quand même, le fulaphobe Tchegel Maïga a reconnu comme étant une résistance pour se protéger ou se venger. Cela est tellement allé loin que le terme djihad est aujourd'hui associé au mal, y compris par des musulmans et surtout des Fulbe et même de moi il n'y a pas longtemps.
Moi-même, j'ai contribué à salir ce mot parce que je pensais que le salut des Fulbe résidait dans le fait d'appartenir et de se ranger du côté des autres Noirs, que les Noirs viendront nous soutenir. Même si quelque part dans ma tête, j'ai toujours vu des similitudes entre eux et les élites arabes de Mauritanie, je précise. Avant de me rendre compte que le principal ennemi de ces gens, c'est les Fulbe, que les élites noires et arabes ont le même agenda et s'entendent à merveille. On voit les Fulbe qui sont fiers de El Hadj Oumar Tall, mais qui méprisent le djihad. Je peux vous dire que les élites noires méprisent encore plus El Hadj Oumar Tall et l'islam qu'ils ne méprisent les racistes de Mauritanie. Maintenant, voyons comment nos chers dominants amènent le dominé à accepter l'hégémonie culturelle. On admire un terroriste militaire comme Assimi Goïta, Ibrahima Traoré, qui ont volé le pouvoir du peuple et qui utilisent les moyens de l'État pour massacrer une partie de sa population. On n'ose pas être solidaire avec des gens massacrés parce que c'est notre famille, par peur d'être taxé d'ethno, mais qu'on s'époumonne quand on fait pareil en Palestine. Ça a crié comme des ânes. Ah, c'est des terroristes. Ces terroristes nous font honte parce que ces gens tentent de résister et de survivre dans un monde immonde et criminel. Le pire des Fulbe, vous savez c'est qui? Ce sont les politiciens et intellectuels guinéens et ceux de Mauritanie. La violence que vous avez subie, comment vous pouvez vous taire face à ce qui se passe au Burkina et au Mali contre votre famille? Vous pouvez avoir peur d'être traité d'ethno. Sachez que vous êtes considéré ainsi uniquement du fait que vous êtes Peul. Sachez aussi que les autres le font. Les élites bantoues de l'Afrique centrale sont unies avec ceux de l'Afrique de l'Ouest pour défendre leur idéologie, leurs intérêts et leur survie. La domination est la principale cause de cette censure intérieure et de cette détestation de soi. Les dominés intériorisent ces idées, ils admirent les héros de l'oppresseur, exemple les Fulbe qui méprisent les leurs et parfois même se sentent honteux de leur culture. Et en cela, Gramsci et Fanon se rejoignent dans la honte intériorisée. Le dominé finit par détester ce qui a en réalité sa force et sa mémoire à accepter les normes de l'oppresseur comme légitime. Comment se libérer de l'hégémonie culturelle? Il faut comprendre que cette culture imposée est une construction. Ce n'est pas la norme naturelle, c'est une stratégie de domination. Il faut réhabiliter nos héros et notre mémoire, raconter l'histoire de nos résistants comme dans Fodio du Sokoto, El Hadj Oumar Tall du Toro, Sékou Amadou du Massina, Boubacar Oumarou du Liptako, Alpha Yaya du Borgou, Modibo Abdoulaye du Bariba, Malam Idriss du Gondia, Alpha Saliou de Sokode, Alpha Molo Balde du Foulad. Et ils sont nombreux, enfermés dans les colonies du Bénin, du Togo, du Ghana, du Guinée-Bissau, du Mali, de la Mauritanie. Pour détruire l'étau de l'hégémonie culturelle créée autour de nous, nous devons produire une nouvelle hégémonie, imposer nos propres valeurs et idées comme légitimes et visibles afin que le dominant ne soit plus la seule référence. En résumé, l'hégémonie culturelle est le pouvoir d'imposer des idées et des normes pour contrôler un peuple sans le frapper. Mais comprendre ce mécanisme, reconnaître ses effets sur soi et son peuple, reconstruire sa propre mémoire et ses valeurs, c'est le premier pas vers la libération culturelle et politique. Je vous laisse avec quelques questions. Quelles idées vous ont été imposées et comment pouvez-vous réaffirmer votre propre culture et votre histoire? Partagez votre pensée avec les autres. Cela permet à vos frères et sœurs de se sentir libres d'être eux-mêmes quand vous acceptez vous-même d'être vous-même. Il y a beaucoup de même. Moi, je commence. J'ai toujours eu honte de me reconnaître de El Hadj Oumar Tall. Et dans le milieu panafricaniste, il le haïssait comme c'est pas permis. Et je me suis rendu compte que c'est uniquement parce qu'il avait vaincu ses adversaires. Les panafricanistes babana ont narré l'histoire de façon tellement biaisée que c'est de là que vient toute la haine des panafricanistes du Fulbe. Et c'est normal de ne pas aimer celui qui a défait ton ancêtre. Et le narratif que tu peux avoir sur lui ne peut pas être objectif. Et dans ce cas, on ne peut pas avoir la même lutte. Le vainqueur et le vaincu ne peuvent pas avoir le même narratif. Et puis c'est tout. J'ai aussi compris que le panafricanisme n'est pas une idéologie pour tous les Africains. C'est pour les Africains vaincus qui ont eu la domination par la France. Clairement, nous ne faisons pas partie des héros de cette lutte. D'ailleurs, il n'y a pratiquement aucun Peul dedans. On n'entendra jamais citer un Peul dans le narratif panafricaniste. Au contraire, ils célèbrent des génocidaires des Fulbe comme Sékou Touré, Béhanzin, Modibo Keïta et les autres. Quand tu leur dis, ils essaient de faire comprendre que si ils l'ont fait,
c'est qu'ils n'avaient pas le choix. Donc s'ils nous ont génocidés, c'est qu'ils n'avaient pas le choix, il fallait le faire. Donc comment tu peux avoir la même lutte que ces gens? Et c'est exactement ce que l'on peut appeler hégémonie culturelle, t'amener à conspirer contre toi. Les vainqueurs et les vaincus ne peuvent pas avoir le même narratif. Le dominant et le dominé ne peuvent pas avoir le même narratif. On calminama, on jurama, on jettama, on ñaganama Allah mo jere.